Alors, nouvelle petite vidéo, on va faire une petite série que j'appelle Basique, où on va reprendre les fondamentaux très simples euh, qui amènent jusqu'à la prise d'un trade. Pour moi, la première chose à faire, la chose la plus simple et qui est trop souvent négligée par je vais pas dire débutants parce que c'est présomptueux, mais par disons que les traders qui découvrent le trading, ils cherchent directement des choses relativement compliquées comme la multiplicité des indicateurs, parce que sur internet, si vous mettez trading, stratégie ou je sais pas quoi, vous allez vite tomber sur des mecs qui vendent monts et merveilles, alors que la base de la base, c'est support, résistance. Alors, il y a plusieurs théories qui existent. Il y a la théorie qui dit que ben, un support c'est un plus bas et une résistance c'est un plus haut. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Le problème c'est que ben, ça fait beaucoup de plus bas quand même et beaucoup de plus haut. Alors comment on choisit qui est qui? Alors déjà la première chose à bien comprendre c'est que les résistances, la majorité du temps, c'est pas une ligne, d'accord? C'est une zone. Donc ça c'est relativement important de le comprendre. Bien sûr, il y a beaucoup de fois où le prix va venir toucher pile un plus bas ou un plus haut d'avant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste des zones. Donc, par exemple, alors je vais enlever les volumes pour qu'on voit mieux. Ici, par exemple, on voit qu'on a un plus bas qui a été fait. C'est le dernier plus bas significatif depuis celui-là. Je parle juste à une échelle visuelle, hein. Donc, si on trace notre support, on va le mettre un peu plus gros. Le support, c'est pas vraiment cette ligne là, hein, d'accord? Il faut plutôt le voir comme une zone. Et la zone, c'est généralement la mèche. Mais il faut pas hésiter. Qu'est-ce que j'ai pris? Il faut pas hésiter à prendre, en fonction des configurations, toute la taille de la candle. Donc, je vais y arriver, je suis désolé. Hop, voilà. Ça devrait marcher. Voilà. Le support, c'est plus. Oula, oui, le support ici, c'est plutôt ça. Ok. Et donc, on va s'amuser un petit jeu. Je vais tracer des supports. On va mettre bleu. Sur tous les plus bas qu'il y a. Et je vais vous montrer après comment les filtrer pour que ce soit un peu plus efficace. Déjà, là c'est intéressant, on voit que ce niveau, il a été retesté ici. Donc, il y a plusieurs théories qui disent qu'à partir du moment où un niveau a été retesté, c'est plus un support. Moi j'ai tendance à dire que le marché a une grande mémoire et que c'est pas bête du tout de garder les gros niveaux en tête. Voilà, on va s'arrêter là et je vais mettre en rouge les sommets. Donc sommet, c'est plutôt des supports, sachant que support et résistance, on a juste appelé ça comme ça, mais à partir du moment où le prix est sous un support, ce support est une résistance, hein. Donc bon. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on observe? Ça fait du monde. Ok, ça fait du monde. Toute cette partie-là, on n'y est pas encore venu. D'accord? La question à l'heure actuelle, c'est est-ce qu'on va y aller? Bon, ça c'est une très bonne question. Après, donc tout ce qui est en dessous de 5008, pour l'instant, on ne va pas vraiment le regarder. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette résistance ici, ben, on est venu la toucher là, la déborder mais la respecter ici, on est revenu dessus là, on est revenu dessus là. D'accord?
Donc vous voyez que si à la place de juste le petit trait, j'avais mis ça, c'est-à-dire que j'avais pris toutes les mèches, et bien on a quasi parfaitement la zone à chaque fois. D'accord? Donc celle-là a très bien marché. Si on regarde cette résistance ici, donc c'est pareil. Cette résistance ici, il faut la tracer plutôt comme ça. Il y a une grosse mèche, c'est toute la mèche qui va résister. Hein. Pourquoi c'est toute la mèche qui résiste? Comment se forme une mèche? Une mèche, c'est un rejet du prix. Un rejet du prix, c'est-à-dire quand on est venu toucher là, il y a beaucoup d'ordres qui ont été exécutés. Et ils ont été exécutés sur toute la mèche. D'accord? Donc c'est toute la zone de volume ici qui est importante. Donc si on regarde cette résistance ici, cette support résistance, on voit que bon, il a été largement débordé ici, on est venu un peu rebondir dessus là, il a fait résistance ici, on l'a traversé, mais on voit que ça a ralenti le prix ici, et là on l'a overshoot complètement, on l'a pas du tout respecté, et là comme par hasard on est venu sans servir comme résistance. D'accord? Donc vous voyez que le marché a une mémoire. Le problème c'est que vous ne savez pas quand est-ce que ça va fonctionner dessus. Exactement la même chose, si on regarde celle-là ici, on voit qu'ici le marché l'a rejeté. D'accord? Mais que le reste du temps, il n'a pas respecté. La même chose pour ça. Là, on a complètement explosé ce support, on n'a jamais réagi dessus. Après, ça, c'est clairement c'est la bougie méchée de la mort. Donc, c'est très dur de savoir quelle est la zone résistante là-dedans. On peut regarder les volumes qu'il y a au niveau de la candle. Par contre, on voit que ce sommet-là, c'est typiquement ce sommet qu'on est venu travailler 2 fois. Et là, celui-là, exactement pareil. Ce sommet ici, c'est celui qu'on est revenu tester avant de ressombrer. Okay. Donc ça fait beaucoup de support et beaucoup de résistance. Un bon moyen de les filtrer, c'est déjà de regarder le volume. De manière très simple. Donc comment on trie? Pour les supports, vous prenez que les supports où il y a du gros volume. Donc celui-là, typiquement, à 3000, c'est un support très important. Okay. Il y a énormément de volume dessus. Celui-là, ici, c'est un support important. Il y a énormément de volume dessus. Celui-là, il n'y a pas de volume dessus. D'accord. Donc celui-là, il peut dégager. Celui-là, ici, on voit qu'il n'est pas bon. C'est plutôt celui-là qui est bon. Alors c'est le même niveau à peu près, mais voilà. Celui-là, il y a beaucoup de volume, donc on le garde. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de volume, on le vire. Celui-là, il y a énormément de volume, donc on va le garder. Voilà. Et alors pour les résistances, c'est plus dur, parce que comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, les supports, on a une augmentation de la volatilité, les sommets de marché, on a une diminution de la volatilité. Donc pour les volumes, c'est plus compliqué. Ce qui peut être fait, c'est regarder l'importance des volumes sur le break. Donc on voit que ici, au break de cette résistance-là, il n'y a rien eu du tout. Ça va probablement servir à rien. Au break de cette résistance ici, il y a eu un pic de volume. Celle-là va probablement servir à quelque chose. Donc la 4900. Celle-là ici, quand on l'a breaké, il n'y a pas eu véritablement de volume. Donc on va dire. Celle-là, quand on l'a breaké, il y a eu des volumes. Et celle-là, quand on l'a breaké, il y a eu des volumes. Hein, c'est les grosses candles de fin. Là, on a écrasé la volatilité avant de tomber. Okay. Donc, comment placer les supports et résistances de base, c'est ça. Ensuite, le trading, ça va consister à essayer de trader quand on va arriver au niveau de ces zones-là. Alors c'est là où va rentrer en compte par exemple vos indicateurs comme le RSI.
Ah mince, j'ai déjà ouvert là. Bon, c'est pas grave, on va les virer. D'accord, donc vous imaginez qu'on arrive, donc on a ce gros support qui est là. Ici, on est arrivé dessus, donc il faut les laisser tracer, ça surcharge les graphes, mais c'est malheureusement comme ça que vous les gardez en tête. Avec là, on est arrivé sur support avec une divergence haussière, et que donc probablement, c'était un bon endroit pour acheter. La même chose ici, on a une divergence haussière qui se fait sur un support. Ok, donc c'est toujours pareil. Ici, on arrive sur résistance, la première fois, on voit qu'on rejette, on y retourne une deuxième fois en créant une divergence. Et donc c'est probablement un bon moyen, c'est un bon endroit pour vendre. Ok. Ensuite, le problème des montées comme ça, c'est que vous ne pouvez pas placer de résistance parce que vous n'avez pas de référence historique. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser les extensions Fibo. On ne va pas faire d'Elliott Wave ou de trucs comme ça. Hein. On va rester très simple. Vous prenez le dernier plus bas significatif, sur le dernier plus haut significatif que vous reportez, enfin vous prenez l'avant-dernier plus bas significatif, vous prenez le dernier plus haut significatif et vous reportez au dernier plus bas. Voilà, vous avez toutes les extensions possibles, donc 1, 1.2, 1.6, 2, 2.6, 4, enfin toutes les extensions possibles, non c'est pas vrai d'ailleurs, vous avez certaines extensions, vous pouvez chercher tous les nombres de Fibonacci pour les mettre au-dessus, et vous pouvez tracer une ligne à chaque fois, ça vous donnera éventuellement des bons supports et des bonnes résistances. Je vais les tracer en noir, donc vous imaginez qu'on est en septembre 2017. On va les mettre un peu plus épaisses pour bien les voir parce que ça commence à être le bordel. Donc on est en septembre 2017, vous avez acheté du Bitcoin et vous vous demandez où c'est que je vais le vendre. Donc vous êtes déjà sur des plus hauts historiques et vous ne savez pas où vous arrêter. Donc en gros voilà. Donc vous êtes ici, vous achetez votre Bitcoin et vous cherchez des targets et donc vous placez toutes les extensions et à chaque fois que vous arrivez sur une extension, si vous retrouvez un signal sur vos indicateurs, par exemple momentum, donc pourquoi Fibonacci ça marche très bien avec le RSI? Parce que ils sont déjà beaucoup moins corrélés qu'un RSI et un MACD. D'accord? Fibonacci c'est 100% basé uniquement sur du prix. Il n'y a pas de transformé de prix ou quoi que ce soit à l'intérieur. D'accord? C'est juste des extensions des ratios du prix. Le momentum qui est ici le RSI, donc vous savez ça montre plutôt la force du mouvement, donc si vous avez une diminution de la force du mouvement sur une extension Fibonacci, ça peut être un bon endroit pour take profit ou un bon endroit pour sortir, pour reverse votre position. Ok? Donc c'est exactement ce qu'on avait ici, on voit que quand on arrive sur un 27, on n'avait pas de divergence claire, on avait plutôt fait un double top RSI, ce qui quand même est un signal bearish. On voit bien qu'effectivement on a bien retracé derrière, d'accord? Donc c'était un des niveaux clés que vous pouviez trouver. On voit que sur les 168, on n'avait pas fait de niveau significatif de RSI. Donc, je veux dire, cette potentielle divergence, elle avait déjà été consommée. Maintenant, il faut refaire des sommets. Là, on n'avait rien fait de particulier.
On arrive à 2 extensions qui représentaient 9003, il n'y a toujours rien. On voit que par contre à 2.6, donc à 11 000, on commence à faire un sommet overbought, donc suracheté. C'est-à-dire qu'on approche de la zone divergente, très probablement. Voilà, c'est-à-dire qu'on va y arriver. Et on voit qu'à 16 005, on est toujours dans le même sommet. Et bon, là, il faudrait continuer avec les extensions, mais c'est toujours la même idée. Chaque extension, vous continuez à regarder. Et on voit que, par exemple, sur l'extension 5, on était ici, et on voit clairement qu'on était en train de diverger. Okay, donc là, il y a une divergence qui était claire sur un niveau Fibonacci. C'est une zone de take profit ou une zone de reverse, de short, de ce que vous voulez. Donc il y avait plutôt 2 signaux, un ici et un ici. Vous voyez, c'est très simple, il n'y a pas de choses très compliquées dedans. C'est une extension de Fibonacci, une divergence RSI. Ok. On peut faire, du coup, je le vais les virer. On fait la même chose avec le retracement. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer comment on identifie des niveaux clés pour cadrer votre trading. Le trading c'est assez facile. Moi je pense qu'on ne peut pas trader sans extension, et retracement de Fibonacci. Ça marche vraiment trop bien. C'est-à-dire que le marché voit ces niveaux. Donc on est obligé de les utiliser. Voilà, donc là, on a les retracements Fibo. D'ailleurs, ici, on a les retracements de Fibonacci qui sont ici. Donc c'est les zones grisées. Vous avez le retracement 50%, 62%, 76,4%, 85%. Et généralement, je m'arrête à là parce que après une grosse vague impulsive, c'est dans ces zones-là que vous allez rechercher des signaux. Donc, on voit qu'on a réagi sur le niveau des 50. On voit que la première fois, on a traversé le niveau des 62%. On voit que de manière assez marrante, c'est que chacun de ces niveaux correspond à un support qui a été identifié pendant la montée. D'accord. Et on voit qu'ici on a 76,4 qui était aussi un support identifié. Et vous voyez que c'est un autre moyen de filtrer. C'est-à-dire que pour la montée, vous n'avez pas de référence, donc vous utilisez des extensions de Fibonacci, vous créez artificiellement des résistances potentielles et vous évaluez la réponse de votre momentum sur ces résistances. Pour la descente, vous avez déjà toutes les références qu'on a tracées de support et de résistance. Vous rajoutez les retracements de Fibonacci qui vont vous donner du coup, vous allez chercher une concordance. On est toujours dans la théorie du high probability trading, c'est-à-dire si plusieurs choses convergent dans le même sens, eh bien, c'est que ça a une plus grande probabilité de se produire. Et ce que vous voulez en trading, c'est du bon côté des probabilités. Vous n'aurez pas toujours raison, c'est pas possible. Par contre, si vous êtes très souvent du côté qui a 80% de chances de se réaliser, eh bien, vous ferez des gains très probablement dans 80% des cas. D'accord? C'est ça. Pour moi, le trading, vraiment, c'est ça. Il n'y a pas de scénario alambiqué, de ce truc va descendre, donc ce truc va monter, ce truc est corrélé à celui-là, donc c'est forcé que ça va se passer comme ça, et puis ça doit se passer comme ça parce que c'est comme ça. Il faut rester simple, d'accord? Il faut rester simple. Vous n'avez pas besoin d'expliquer le marché, c'est ça qu'il faut comprendre. Le marché n'est pas rationnel, il ne s'explique pas, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous avez juste besoin de trader avec les probabilités de votre côté. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ce niveau ici, très probablement il ne sert à rien pour le retracement. Il se superpose à aucun niveau de Fibonacci. Par contre, on avait clairement, je vais virer les résistances, non, je vais laisser. On avait clairement ce niveau-là et ce niveau-là qui étaient des niveaux clés, car c'était des supports et des résistances qui étaient sur des niveaux de Fibonacci. Et donc, ensuite on regarde comment réagit notre momentum à l'approche de ce support. Donc le prix descend, on arrive ici, qu'est-ce qu'on a sur notre momentum? Rien. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Donc, forte probabilité qu'on traverse ce niveau. C'est exactement ce qui s'est passé.
on traverse ce niveau. On arrive sur le niveau numéro 2, donc les 62% de retracement. Enfin 61,8 et je dis 62 parce que c'est plus rapide. Qu'est-ce qu'on a? Rien du tout non plus. Pas de signalement, enfin pas de divergence momentum. On voit qu'on est survendu, mais c'est tout. Bon. Le prix retrace, on peut se dire mince, on a tout raté, on a shorté en haut parce qu'on avait la divergence, on n'a pas pris de profit ici, on a tout foiré. Alors, il y a deux théories. Hein. La théorie qui dit que vous vendez en haut et vous achetez, enfin, vous prenez un short en haut et vous fermez votre position en bas. Donc vous avez tradé une seule fois ça, à peu près. Donc vous avez fait un trade à 61% de mouvement du prix. Donc bravo, c'est joli. Et après, vous avez la théorie de trading actif. Ça, j'appelle ça plutôt du sell and hold, c'est-à-dire que vous avez vendu le sommet d'un crack et vous attendez la fin. Okay. Et après, vous avez le trading actif qui consiste à vendre ici, prendre des profits ici, revendre ici, prendre des profits ici, revendre ici, prendre des profits ici. Là, je vous caricature un trading parfait, mais du coup, artificiellement, vous allez trader 60% de chute dans un sens, 60% de montée dans l'autre. Vous multipliez les gains de manière exponentielle. Mais là, on fait stratégie simple de trading. Ici, il n'y a pas de divergence, donc on fait rien. Donc le prix remonte, on voit qu'il va chercher la zone des 50% de retracement d'avant, et qu'il va chercher notre résistance qu'on avait identifiée. Le prix redescend, on revient tester du coup les 62%, il se passe toujours rien. Donc le prix redescend, et revient là, on diverge toujours pas, parce qu'on ne fait pas de plus bas. Le prix redescend, et on finit par arriver encore une fois sur notre 76,4 avec une divergence. On est sur un niveau clé de retracement, avec une divergence RSI. Voilà, là on peut prendre des profits si on était ici. Et si on n'était pas en position, c'est une bonne indication de longue. Ok, on a un support identifié, donc c'est la ligne rouge, qui correspond à un niveau de retracement de Fibonacci, avec un momentum qui confirme. On a donc un indicateur du prix, c'est-à-dire la résistance, enfin le support résistance, qu'on a filtré avec les volumes, comme je vous ai montré. On a gardé que les supports ou les résistances qui avaient du volume lors de leur création ou de leur breakout. Donc on a un indicateur de prix, un indicateur de volume, et on a notre indicateur de momentum ici, pour la divergence. Voilà, mais là vous avez tout ce qu'il faut pour faire un trading qui est simple, mais qui est efficace. Voilà. Alors, c'est pas le meilleur trading du monde, comme je vous ai dit, parce que vous n'avez pas tradé toutes les vagues, mais vous avez fait un trading simple. Et c'est bien pour ça que, à l'heure actuelle, ça discute beaucoup sur est-ce qu'on est sur le bottom des cryptos, ou est-ce qu'on n'est pas sur le bottom des cryptos. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas si on est sur le bottom des cryptos. Ce que je sais par contre, je vais effacer encore une fois tout ce que je fais. Je passe mon temps à refaire mes supports et mes résistances. Bon, là, ici c'est un poil plus difficile, mais en gros, on prend oh merde, la phase de lancement, c'est-à-dire ETH, la partie plate, là qu'on voit même pas sur le graphe. On prend le sommet ici, on le reporte sur le dernier plus bas historique, et ça nous faisait la même chose. On avait une première résistance, donc vous voyez, hein, on est le 17 juillet 2017, ok. Donc on refait la même chose, vous imaginez que vous ne voyez pas toute la partie droite de la courbe. Hein. Et donc on traçait nos résistances potentielles. J'insiste sur potentiel parce qu'on n'a pas de référence dans ce cas-là. Hein. On ne place que des extensions de Fibonacci. Il y a des moyens un peu plus fins d'affiner avec les probabilités, savoir qui sera qui. Hein. D'accord, enfin, quelle partie de résistance, quelle partie d'extension il faut utiliser. Ça, on fera peut-être dessus, autrement vous cherchez hein, c'est la théorie des Elliott Wave, hein. Mais voilà, il y a plusieurs moyens de savoir. Et on regarde qu'est-ce qui se passe sur notre RSI quand on arrive. Donc là, on voit qu'on a un sommet ici, donc on vient toucher la résistance sans créer de divergence. D'accord, on a bien un prix qui est ascendant, on dépasse le sommet d'avant,
enfin, le dernier sommet overacheté, suracheté, et sans divergence. Ok, donc ça consolide dessus. On voit que le prix break cette zone-là, il défonce l'extension d'au-dessus, ça vient mécher sur le 168 d'extension, et on voit que là, on n'a pas franchement de divergence non plus, on est à peu près au même niveau de RSI. C'est comme tout à l'heure, hein. De toute façon les cryptos c'est très corrélé, ça fait, celui-là il est plus moche que BTC, ça pourrait faire l'image d'un double top RSI, donc souvent c'est associé à un retracement, on voit qu'effectivement il y a un énorme retracement qui est fait, hein. On passe de 861 à 400 à 500 quoi. Donc il y a un énorme retracement qui est fait, donc on n'a pas fait une vraie divergence, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut du RSI, le RSI est revenu au même endroit alors que le prix a doublé, donc dans l'idée ça a divergé quand même. On voit que quand on vient de tester les deux d'extension, ben, il ne se passe rien, on le traverse directement, il n'y a pas de signe de faiblesse du prix, on n'a pas de mèche haute. Et exactement la même chose avec 2.6, et on voit que ça continue. Par contre, on voit bien que dès qu'on a passé 2.6, on a encore la même chose, c'est-à-dire on a du mal à faire un plus haut sur le RSI. On n'arrête pas de taper sur le même niveau de RSI qui fait résistance, et on a des mèches qui apparaissent, et on a la divergence qui apparaît juste après. D'accord ? Donc sur ETH c'était pareil, on avait la divergence qui arrivait sur le sommet. Elle est moins visible que sur les autres, mais c'est la même chose. On va faire nos retracements. Donc la vague qu'on a fait c'était celle-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On a réagi sur les 62%. On a réagi perdu au milieu entre le 76 et le 85 et le 85%. Et là on voit qu'on a traversé le 85%. D'accord? C'est-à-dire que là on est dans des retracements qui sont extrêmes. Voilà. Là, on est sur les. Là, c'est le retracement à 100% de la dernière vague, qui est à 142 $. Et on voit qu'on a déjà une divergence RSI qui est formée à l'approche avec une augmentation des volumes. Ça, c'est ce qui me fait dire que potentiellement sur ETH, on a un bottom. Okay. Là, vous voyez la même chose ici. Hein. On revenait tester la résistance. À partir du moment où on l'a traversée, on revient, c'est une résistance. Des 50% de retracement en créant une divergence RSI. Donc on a notre indicateur de prix hein, et notre momentum qui sont d'accord en disant qu'on a une divergence ou résistance, c'est une indication à short. Ben voilà, exactement ce qui se passe. C'est pas très difficile. Okay, et c'est bien pour ça que je vous disais dans la vidéo d'hier, on ne sait jamais où est la divergence. Ce qui est vrai. Hein. Vous ne savez pas si c'est ce sommet-là, ce creux-là, ce creux ici, ce creux ici. C'est très facile à posteriori à voir. La divergence, c'est très dur à voir en live. Et ben justement, vous pouvez chercher la valeur du RSI quand on arrive sur le support ou quand on arrive sur la résistance. Vous voyez que là, on est arrivé sur la résistance ici, on avait un RSI plus faible que sur le dernier sommet. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, ça veut dire qu'on a des fortes probabilités que le RSI se retourne sur la résistance du prix. Voilà, c'est tout. Et alors maintenant on va faire une petite illustration, on va aller voir le fou furieux du coin. Ripple. Alors, Ripple. On va virer... non, on va garder les volumes pour les supports, donc on fait la même chose assez rapide. Donc là, ici, il y a beaucoup de volume. C'est un support. Ici, il y avait beaucoup de volume.
c'est une résistance, enfin c'est un niveau clé, un support ou résistance, on s'en fout. Ça veut juste dire que c'est des zones de prix importantes. Là on voit que sur la mèche, ici, il y avait beaucoup de volume également, donc c'est une zone clé. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on a eu depuis là, il y a quand même eu du volume. Ok, et on va s'arrêter là si on va mettre celle-là ici, qui est quand même un sommet évident. Ok, on voit que ce sommet-là, on l'a déjà dans cette bougie ici. Si on trace toute l'épaisseur de la mèche, ben on va couvrir cette zone-là. Donc je vais lire les volumes pour qu'on voit mieux. Voilà, et donc on a à peu près la même chose. Là c'est pareil, hein. Je l'ai tracé un peu à l'arrache, mais il faut tracer une zone de... C'est une zone de break, hein. C'est-à-dire c'est toute cette zone-là, toutes ces épaisseurs de micro-candle ici qu'on a breaké, et ça va vous donner le support ici. Donc on a la même chose sur Ripple, hein. On est arrivé sur un support avec une divergence daily. Vous voyez qu'ici on est arrivé sur le support ici sans divergence, il ne s'est rien passé. Ici on est arrivé sur le support là avec une divergence. On voit ici, d'accord. Et on a bien retracé et on est venu se taper pile un ancien niveau clé. Ok. Donc c'est à peu près toujours pareil. Et maintenant je vais vous montrer comment ça marche très bien avec ça. Vous faites ça de manière structurée et régulière. Moi je suis pas d'accord avec le fait qu'ils disent que dès qu'une résistance a été retestée, il faut la virer. Moi je comprends pas ça. Le marché il a une grande mémoire. Il n'a pas la mémoire juste de la dernière chose qui s'est passée. Et on le voit très bien. Il y a des résistances qui ne sont pas du tout respectées lors de la première traversée, voire de la deuxième, et on va venir se stabiliser dessus lors de la troisième. Donc il faut toujours les avoir en mémoire. Ok. Et donc je vous montre ce que fait l'algo. D'ailleurs, putain, je suis con parce que j'ai tout tracé en noir. Alors attendez, je suis désolé. Je vais leur faire changer de couleur pour qu'on puisse faire la différence. Je vais les mettre en turquoise. Ouais, ça se voit pas du tout. Ok, je vais les mettre en bleu. Vous voyez, ça m'a pris 2 minutes. Hein. Si vous faites ça de manière un peu plus consciencieuse, en prenant bien l'épaisseur des mèches, ou quand c'est une accumulation de candles qui range, vous prenez toute l'épaisseur du range, vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus précis. Hein. Voilà. Maintenant, hop, on met Market Reader. Donc j'ai enlevé tout hein, de Market Reader, sauf les supports et résistances qu'il donne. Et qu'est-ce que vous voyez? On va commencer là. Bon, là, il continuait tout seul, hein, mais lui, il commence depuis le début. Nous, on va commencer depuis là parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous voyez que cette zone-là qu'on a identifiée, ben, il l'a identifiée aussi. Vous voyez qu'il avait identifié cette zone-là ici. Ok. D'accord. Un truc qui se fait très bien hein, quand vous avez plusieurs zones support, enfin, on va pas appeler ça support résistance, on va appeler ça key level. Quand vous avez plusieurs niveaux clés qui sont collés, d'accord, vous pouvez très bien prendre la zone qui est entre ces deux niveaux clés. Là, c'est exactement ce qu'il y avait. Il vous donnait un niveau clé ici, avec un niveau clé ici. Voilà. Easy, hein. Et on est venu réagir où? Bah, ici. Et on a fait nos deux bottom RSI pour la divergence bah, dans cette zone aussi. Voilà. C'est pas très compliqué. Et on voit qu'on a quand même un autre gros support ici, hein, qui est à 0,15. Personnellement, j'ai un ordre d'achat qui traîne toujours sur les supports très bas. Les cryptos sont capables de tout. On n'est peut-être pas du tout fini le crack. Hein. Ça se trouve, ça c'est un rebond et puis on va se casser la gueule. Le seul truc qui ne va pas pour ça, c'est les volumes. On a beaucoup trop de volume. Généralement, on dit, je vous dis généralement on dit parce qu'il n'y a pas de vérité vraie en trading.
généralement on a plus de volume sur les phases tendancielles que sur les phases correctives. Là vous voyez bien que sur la tendance on a une moyenne de volume qui est beaucoup plus grande que sur la correction. D'accord ? Et là on a une explosion littérale, mais complètement folle des volumes ici. Si ça c'est juste un retracement, eh bien on se serait bien fait baiser la gueule, hein, parce que clairement retracer avec autant de volume, alors bon après Ripple il faut faire gaffe, c'est 100% manipulé, hein, mais le volume est quand même insane. Et on a la même chose sur des cryptos un peu moins, des cryptos de pump and dump. Mais c'est pas la question, on parle support et résistance. Donc, voilà, l'algorithme, il vous donnait les niveaux clés ici, il vous donnait ce niveau clé là, niveau clé que nous avons nous aussi tracé, il vous donne ce niveau clé ici, et vous voyez que par contre, il vous a donné ce niveau clé là, et c'est un niveau qu'on est venu chercher pile poil, il vous le donne un peu avant, c'est-à-dire que là, ici on avait la confirmation que ce niveau était important parce qu'on avait le pic de volume ici. D'accord ? Donc lui il arrive à vous le donner un petit peu avant. Quoique non, on l'a tracé aussi en fait. Donc non, c'est bon, c'est parfait. On l'a tracé avant ici avec le pic de volume au breakout, c'est parfait. Bon bah celui-là il vous le donne forcément, mais avant qu'on revienne ici on a le temps. Vous voyez que celui-là on a exactement le même. Ça, ben, c'est pareil, je vous dis qu'il faut prendre la mèche. Qu'il faut prendre la mèche comme zone support ou zone résistante, donc c'est exactement ça. Là. Moi je l'ai mis à la clôture, lui il l'a mis à la mèche, c'est la vérité alors, entre les deux. Et vous voyez que c'est exactement la zone qu'on va venir travailler ici. Et la chose qui est quand même intéressante, c'est qu'il vous donnait ici deux niveaux côte à côte, niveaux que vous ne pouviez pas avoir. Avec le tracé classique des supports et des résistances, d'accord ? Ces deux niveaux, jamais vous auriez pu les tracer, je suis désolé. Ou alors vous en tracez vraiment 300, parce que là, clairement, il n'y a aucun retracement entre ces candles. Aucun, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Si je trace le lien entre les deux, d'accord ? Donc j'ai ce niveau identifié, ça déborde un peu, voilà. Et bien c'est qu'on est venu pile sur le break, sur cette zone résistante ici, d'accord ? Et on aurait très bien pu imaginer que l'autre zone résistance clé, c'était celle-là. Parce qu'on a deux key level identifiés dans la même zone. Et on voit que sur la première candle de break, c'est là qu'on est venu. On est venu, on s'est fait refouler, d'accord ? Donc il y a clairement des gens qui avaient vu, enfin le marché avait vu ce niveau comme étant important. Ça a vendu Ripple, pris des profits ici, ça me paraît relativement sain d'esprit. On est venu faire un pullback et on voit que le pullback a été identifié par l'algorithme parce qu'il vous met que ça c'est devenu un support, il vous le met pendant la candle, c'est-à-dire au moment où la candle clôture, il verrouille le point là, donc il n'y a pas de repainting, il verrouille le point là en vous disant là on a créé un support important. D'accord ? Donc là il vous disait qu'on avait créé un support important, ici on a créé un support important. C'est que probablement on va revenir le chercher à un moment. Moi je vais surveiller les signaux ici pour éventuellement racheter Ripple si le reste du marché a l'air bullish, mais je rachète pas du tout avant. Il y a ce niveau éventuel ici, mais on l'a cassé. Donc pareil, si j'ai des signaux forts d'achat dans cette zone, pourquoi pas, mais je préfère qu'on revienne tester un niveau qu'on a créé pendant le break. D'accord ? Là, vous avez exactement la même chose. Il vous avait montré cette résistance, enfin ce niveau clé créé ici. On est venu le tester parfaitement là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ici, on voit qu'il y a les deux petits points de support qui ont été créés au moment de cette candle, et vous êtes là, on a créé un support. Donc, Ripple, à l'inverse de ce qu'il faisait les dernières semaines, où il laissait traîner des résistances, il commence à laisser traîner des supports. J'ai envie de dire c'est plutôt bon signe. En tout cas, on voit que quand on a deux zones support, enfin deux key level proches, et que cette zone, elle est toujours relativement importante. Celle-là a été rejetée une première fois, puis breakée, et le break de celle-là nous a amené direct à la suivante. Vous voyez ? Donc des supports, des résistances, des indicateurs non corrélés, et quand je dis indicateurs non corrélés, ça peut être juste le prix, qui est le support à la résistance, le volume, et votre RSI. D'accord ? Après, moi je pense
qu'on peut faire beaucoup plus précis, mais rien que ça, de base, ça suffit pour bien comprendre. D'accord? Voilà. Et si on passait en... Ça, c'était du daily, et je vous rappelle que j'aime pas trop le daily pour les crypto-monnaies, à part pour les grands mouvements, comme je vous ai montré, vendre le grand sommet et essayer de racheter le grand bottom, ce qui est un très beau trade, hein. Mais ça va tellement vite, les cryptos, que moi je le regarde plutôt en 8 heures, et là, qu'est-ce qu'on voyait en 8 heures? C'est que les deux zones support qui sont complètement... Enfin, les deux key level qui sont complètement collés, ils étaient là, d'accord? Et on est venu mourir où? Ben là, pile, d'accord? Et que là, on avait aussi une zone ici, de niveau collé. Hop. Et qu'on est venu faire des mèches, on est venu consolider où? Juste dessous. Donc ça, c'est l'exacerbation du marché. Ça a été vendu au take profit à mort. Et là, on est venu se recaler sous la résistance. Donc, on a une pattern de take profit sous résistance. Qu'est-ce qu'on voit par contre? On n'a pas encore de divergence du momentum, ce qui me fait dire qu'on va aller pousser encore une fois, très probablement, mais moi j'aimerais qu'on vienne retracer d'abord par là, pour bien faire redescendre le momentum, et on va repousser une nouvelle fois, probablement pour aller jusqu'ici encore une fois, créer une divergence, et là il faudra revendre si vous traitez de manière active, et pour essayer justement de reprendre après plus bas, et pour reprendre plus bas, qu'est-ce qu'on fera en tracement? On tracera nos retracements Fibonacci. Voilà. Merci à tous.